Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h sur Westrack et bonjour et bienvenue dans votre nouveau Magal West de ce jour. On lance enfin une nouvelle semaine. On va donc se retrouver dès maintenant de 17h jusqu'à 18h. Qui dit nouvelle semaine dit aussi nouveau programme pour notre émission. Et aujourd'hui marque le retour de notre rubrique culinaire sur Westrack avec Michel. Michel qui avait donc l'habitude de venir vous présenter des recettes aussi délicieuses que créatives dans le 5 à 6 avec Tiffaine. Mais il n'en avait pas fini de partager des recettes avec les auditeurs de Westrack. C'est pour ça qu'il est de retour et c'est donc avec plaisir qu'on le retrouve. Aujourd'hui, on parlera pizza. Alors autant vous dire que moi j'ai hâte de l'accueillir dans notre émission. Avant de se régaler avec des recettes, on va aussi retrouver la musique avec le partenariat Ferrarock du jour et partir en musique aussi avec Olivia et sa balade illustrée. Mathieu nous présentera aussi le flash info local, mais avant, quel temps pour cette soirée et notamment demain. Réponse tout de suite avec la météo sur Westrack. Les quelques averses de la journée vont se prolonger dans votre soirée avec des températures qui tourneront autour des 18 degrés. Le ressenti sera de 21. Un vent frais entre 30 et 35 km/h sera aussi présent dans un ciel nuageux. Demain matin, les éclaircies seront de retour avec des températures fixées à 17 degrés qui sont donc attendues au Havre et à Montivilliers. Dans l'après-midi, le soleil se maintiendra avec un coup de vent compris entre 40 et 55 km/h et des températures allant de 20 à 21 degrés dans l'agglomération havraise. Et enfin, dans la soirée et notamment dans la nuit, le soleil sera toujours présent avec de belles éclaircies mais des températures qui ne dépasseront pas les 17 degrés. Sur la plage, une alerte vent, notamment un vent qui nous viendrait de l'Est, est annoncée pour cette fin de journée et pour demain. Alors malgré les quelques éclaircies de cette journée, ne tentez pas de vous baigner au Havre puisque une alerte vent est donc en cours et pourrait donc déranger votre baignade. Mathieu nous présente tout de suite les infos locales sur Westrack. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 18 septembre. Jeudi dernier, le journal Le Monde a révélé que l'ancienne directrice adjointe de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole a déposé plainte auprès du parquet national financier pour prise illégale d'intérêt, détournement de biens, favoritisme, concussion et harcèlement moral. Une action en justice qui viserait indirectement Édouard Philippe, maire du Havre et président de la communauté urbaine, mais aussi Stéphanie de Bazeler, adjointe au maire du Havre, conseillère communautaire et présidente de l'association LH French Tech. Et c'est justement ce cumul des fonctions qui pourrait poser problème car l'association LH French Tech a été créée en avril 2020, un mois tout juste après un appel à manifestation d'intérêt lancé par le Havre-Seine Métropole pour la gestion de la future cité numérique. La jeune association avait d'ailleurs été la seule à répondre à cet appel. Une convention de 4 ans avait alors été signée entre la collectivité et l'association présidée par l'élu local dont le siège social est enregistré à son domicile. Un contrat prévoyait une compensation de services publics d'un montant de 2,154 millions d'euros versés par la communauté urbaine. Sous la pression de l'administration et des juristes évoquant dans des documents consultés par les journalistes du Monde un risque pénal très fort de prise illégale d'intérêt, Stéphanie de Bazeler aurait été contrainte à la démission de son poste de présidente à l'été 2021. D'autres rapports auraient fait état de difficultés financières, de mauvaise gestion et de projets non respectés. Enfin, en mars 2022, la communauté urbaine aurait rompu par anticipation la convention l'alliant à LH French Tech, alors que cette dernière avait déjà touché plus d'1 million d'euros d'argent public. L'association a été judiciairement liquidée au printemps 2023.
Une trentaine de personnes ont manifesté ce samedi sur le front de mer du Havre contre l'arrivée du Cap Anne, le terminal méthanier flottant de Total Énergie. Un défilé programmé conjointement par les associations Extinction Rebellion et Écologie pour le Havre, alors que le Cap Anne devrait arriver d'ici quelques heures dans le port de la Cité Océane. Les militants ont voulu marquer le coup en organisant un événement artistique. Ainsi, plusieurs manifestants étaient entièrement vêtus de noir, les visages maquillés en blanc pour symboliser le danger que représente le terminal méthanier. Tout au long du défilé, les écologistes ont distribué des tracts aux clients des restaurants de plage et ont été plutôt bien reçus par des gens désireux d'en savoir plus. Après avoir passé 2 jours au large, le Canopé est arrivé dans le port du Havre ce samedi 16 septembre. Il s'agit du premier cargo à voile commercial au monde. Reconnaissable grâce à ses immenses mâts d'une hauteur de 36 mètres, le Canopé n'est pas un cargo comme les autres puisqu'il possède d'immenses ailes de 363 mètres carrés baptisées Ocean Wings. Ainsi, il fonctionne à la fois grâce à la motorisation principale et grâce au vent. Long de 121 mètres, il a vocation à transporter l'ensemble des tronçons de la fusée Ariane 6 à Kourou en Guyane, dont le vol inaugural est prévu pour 2024. L'utilisation des ailes va donc permettre de réduire de 15% l'utilisation de carburant, le tout sans modifier la vitesse du navire, soit une économie de 3,5 tonnes de carburant par jour en navigation. Le Canopé devrait reprendre le large ce mardi 19 septembre. Peinture, maçonnerie, plomberie, électricité, la ville du Havre a engagé un programme de travaux pour rénover et entretenir les hallettes du marché aux poissons du quartier Saint-François. Les 6 premières hallettes ont été rénovées au printemps 2023. Les travaux s'échelonneront en 3 tranches afin de maintenir l'activité des pêcheurs sur site. Donc 6 autres hallettes seront reprises en 2024, puis 8 en 2025. Les pêcheurs demandent depuis longtemps cette rénovation et notamment le fait qu'un jour ils puissent fermer les hallettes pour être protégés du vent et pouvoir y laisser des choses à l'intérieur. Et enfin, les sciences sont partout, dans le climat, la technologie, l'intelligence artificielle, elles font partie de notre quotidien. Et pour redonner le goût des sciences à tous, l'événement Sur les épaules des géants est de retour au Havre du 21 au 23 septembre. Il proposera des conférences, des spectacles et des rencontres. Durant 3 jours, petits et grands pourront suivre des conférences, assister à des spectacles, participer à des expériences. Un événement conçu comme une balade pédestre à travers le quartier de l'université et le quartier d'Anton. Tout le programme est à retrouver sur le site surlesépauledesgéants.fr. L'événement scientifique propose des rendez-vous gratuits sur inscription, mais il sera possible de se rendre sur place le jour même. Merci Mathieu, ce Flash Info est à retrouver dans la matinale avec Mathieu. Évidemment, elle est en podcast sur le site de Westrack Radio dans l'onglet podcast. Et les infos locales du Magal-Ouest continuent avec une info positive et innovante. Aujourd'hui, on découvre l'entreprise normande qui va fabriquer la torche olympique. La flamme olympique ne se contentera pas d'un passage en Normandie. Début juillet 2024, avant même d'entreprendre son périple depuis Pirée en Grèce, l'histoire de la torche olympique des JO de Paris débutera en terre normande. L'entreprise viroise Guy Degraine, connue pour sa vaisselle haut de gamme, a été sélectionné pour fabriquer le précieux objet qui portera la flamme jusqu'au coup d'envoi de l'événement. En partenariat avec ArcelorMittal, Guy Degraine se chargera du découpage, du moulage, de l'assemblage par soudure et de la finition de la torche. L'entreprise a été choisie parmi 4 candidats français, précisent nos confrères du Paris Normandie. Dans le plus grand secret, l'entreprise a donc conçu les premiers prototypes de la torche présentés le 25 juillet 2023 par le comité d'organisation des JO. Guy Degraine a désormais jusqu'au mois de décembre pour fournir 2000 torches aux quelques 10 000 relayeurs qui se passeront la flamme du 8 mai au 26 juillet, début officiel des JO. Voilà donc pour cette info positive du jour. On retrouve tout de suite notre agenda culturel sur Westrack. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio.
parce que le lundi, on a parfois un petit peu la flemme de sortir et surtout qu'on reprend un petit peu son rythme de la semaine. Pourtant, il y a de nombreux événements qui sont organisés ce soir, alors je vous les présente. Tout d'abord, un événement féminin autour du vélo. C'est un atelier pour rouler, atelier pour être à l'aise sur son vélo, calé et décalé en toute sécurité, mais aussi papoter. C'est tous les lundis soirs du mois de septembre. Ils sont consacrés à la mise ou remise en selle des femmes. L'objectif de ce cycle de 4 sorties de 2 heures environ est d'aider les femmes qui le désirent à gagner en autonomie et en confiance en reprenant une activité physique ou en découvrant l'activité vélo. C'est ce lundi 18 septembre, évidemment, c'est le 3e atelier. L'atelier de ce soir sera aussi l'occasion de veiller à l'entretien de son vélo et de réviser les indispensables de la sécurité à vélo. Rendez-vous à 18h45 à la forêt de Montjon et plus précisément au parking des Lacs. Cet atelier est gratuit. Il n'est pas d'ailleurs obligatoire d'avoir participé au précédent pour pouvoir venir à cet atelier ce soir. Un tournoi du jeudi de Switch Smash Bros Ultimate est organisé au bar Le Lomana. C'est ce soir, c'est à partir de 21h. Il y a du prêt de manettes possible sur place. Pour participer, il faut s'inscrire au préalable sur le site start.gg et de chercher ainsi l'événement sur la page du Lomana. Le tournoi est totalement gratuit. Et enfin, après la bagarre virtuelle, je vous propose de découvrir un cours de tango à la plage. Ce soir, c'est l'avant-dernier rendez-vous à ne pas manquer du tango à la plage. Rendez-vous à 19h à l'esplanade en contrebas de la Petite Rade. Ça se trouve au 3 bis rue de la Mer, promenade des Régates, avec des musiques inspirées de différents orchestres, notamment d'Arienzo, Trollo di Sarli et Pugliese, pour un voyage jusqu'aux origines du tango dans les faubourgs populaires de Buenos Aires. Ces cours permettent de travailler souplesse, équilibre, coordination, confiance en soi et en les autres. C'est à découvrir donc ce soir à partir de 19h. N'hésitez pas à vous rendre sur les pages Facebook de ces événements pour en savoir plus sur chacun de ces rendez-vous. Cette semaine marque aussi le retour dans le Magal Ouest de votre rendez-vous partenariat Ferrarock avec la musique évidemment. On retrouve donc un album à découvrir aujourd'hui sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. The Sirens of Titan sortent leur nouvel album Age of Treason. Le groupe est composé de John Paul Prior pour le chant, accompagné de Jez Leather à la guitare et au chant, Simon Drower à la basse et enfin Dan Pally au piano. Ils sont aussi accompagnés de Marco Testa Ryan à la guitare. Le groupe aux influences rock et blues mélange la mélancolie dans un univers où les Rolling Stones rencontrent les Doors ou Scott Walker avec Syd Barrett. Ce nouvel album Age of Treason des Sirens of Titan est sorti le 25 août 2023 avec Atlantic Curve. Age of Treason, c'est un album discrètement séditieux dans son intention et une ruée sonore par procuration. Il puise sans vergogne dans le riche héritage du rock'n'roll pour une dernière extase dionysiaque. L'album se veut une expérience complète avec des chansons comme des vagues de cristal qui s'écrasent. C'est un voyage personnel de l'âme pour John Paul, le chanteur. Il dit être conscient que vivre revient essentiellement à être à la dérive sur le radeau de la Méduse. Nous ne sommes ici qu'un battement de paupières dans une mer de ténèbres, c'est ainsi qu'il décrit la vie. Chacun doit donc essayer de vivre toutes les expériences et John Paul a essayé de mettre tout ce qu'il ressent sur ce sujet dans ses chansons. On découvre le premier titre qui a été écrit de l'album, un titre qui parle d'obsession, de désir et de l'opportunité d'élever le karma à un autre niveau. L'album Age of Treason, c'est un voyage de l'âme et ce titre qui s'appelle Dark Hearts Beating est une partie de cette âme. L'espoir et le désespoir se battent dans la plupart des titres et c'est notamment apparent dans celui-ci. Cette tension entre l'optimisme et la tristesse se retrouve dans leur relation musicale entre Jez Leather qui serait la lumière et John Paul Prior qui serait les ténèbres. Je vous propose de découvrir ce titre, c'est Dark Heart Beating et c'est signé The Sirens of Titan sur Westrack. Won't you tell me how you feel when your ass is never real? Wage a war
soul. These blue roses never grow. There's a liar in the sun, made a fool of everyone. The devil's only son's just gone. And you ladies on your own, guess his answer's made of stone. And the horses that you know, they're not running anymore. There's a liar in the sun, made a fool of everyone. The devil's only son's just gone. The velvet gold mine's on, and he's dark on his feet. She's breaking like an ocean floor, and it's dark on his feet. She's breaking like an ocean floor. Now your comments on the road, kids, you said you're number one. But before the season's done, you know your winning's far too long. There's a liar in the sun, made a fool of everyone. The devil's only son's just gone. The velvet gold mine's on, and it's dark on its beating. She's breaking like an ocean floor, and it's dark on its beating. She's breaking like an ocean floor, and it's dark on its beating. She's breaking like an ocean floor, and it's dark on its beating. She's breaking like an ocean. When you tell me how you feel, when your ass is never real. C'est en grande partie à Jez, qui est multi-instrumentiste et compagnon de longue date, que l'on doit le son psyché blues, à la fois riche et stratifié, mais légèrement bohème de l'album. Il y a une étrange ambiance transatlantique sur le disque qui mélange des ambiances avec January Jones et leurs riffs et leur obsession culturelle pour la célébrité et le rock psychédélique à outrance de Bury Me in Black Sand et de The Edge of Treason qui nous plonge dans une frénésie presque outrancière, jusqu'à arriver à l'optimisme de Vicious Soul et I Am Love de l'album My Demon Friend où le voyage devient même épique. À l'inverse, il y a une tristesse quasi tangible dans les chansons en suspension comme Write Your Dreams in Invisible Ink et The Limits of Control qui se finit en une sombre étreinte psychédélique évoquant les confins de Pink Floyd du milieu des années 70 jusqu'à Bunny qui n'hésite pas à se déchirer dans un romantisme nu et exalté. Ce romantisme se ressent aussi dans le titre Write Your Dreams in Invisible Ink présente sur l'album et que l'on écoute tout de suite sur Westrack. You talked about the neon golden age and every act to set a stage for you, my friend. You made it through the night, how do you sleep so tight? Turn your mind to sin, and we'll write your dreams in invisible ink, my friend. Smoked a cigarette for lives you never lived except inside of your head. A dead end paradise.
invisible ink, my friend. It never ends. Dark angel. It never ends. Dark angel. Asked us again. I love you like a curse to make matters worse. You flew the rainbows in. Call it seconds, I call upon the night to spy on hollow men. And we'll write your dreams in invisible ink, my friend. It never ends. Dark angel. It never ends. Dark angel. Acid dust again. It never ends. Dark angel. It never ends. Dark angel. Acid dust again. You talked about the neon golden age and every act to set a stage for you, my friend. Pour le groupe, se concentrer sur une seule chanson de l'album, ce n'est pas une manière de l'écouter ni le but. Age of Treason est véritablement un album qui est destiné à être écouté comme tel. Comme Prince l'a dit un jour, les albums comptent et Age of Treason témoigne de ce sentiment. Les œuvres de l'artiste contemporain Wolf von Linkwitz illustrant l'album et les 3 singles Dark Heart Beating, Leave a Light on Me et Write Your Dream in Invisible Ink témoignent de ses influences. On termine cette découverte musicale avec ce titre issu de l'album, c'est Age of Treason. Cet album est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne légales ou dans les bacs. We're going to talk to you about the most urgent thing that is on our mind, and what we suspect is the most urgent thing on the mind of those who will connect with planet Earth about to be recycled. Our only chance to eradicate is to plead with us.
C'était le titre The Age of Reason et c'est signé The Sirens of Titan pour notre partenariat du Ferrarock du jour. Il est 17h27 et avant de parler pizza avec Michel dans quelques instants, on va retrouver d'abord Olivia. Elle nous transporte dans une balade illustrée en compagnie de Gros-Duc et Boucard. Je vous laisse découvrir ça et juste après, on se retrouve pour notre petite partie culinaire du Mag à l'Ouest. Bonjour, Gros-Duc et Boucard, vous êtes un duo d'illustratrices, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu mieux ? Bonjour, du coup on est Gros-Duc et Boucard, Margot et Océane, et on fait de l'illustration et de la sérigraphie. On travaille ensemble depuis une dizaine d'années, ouais. Et on a fait l'école ensemble, on s'est rencontrés à l'école. Ça c'est le reflet de l'œil. C'est les trucs, le trou, hop, alors, les buildings qui repassent, ça c'est top. Ça donne. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Et ça fait plusieurs années maintenant que vous faites des balades illustrées avec le Festival Béton, c'est ça ? Non, on a juste fait la première édition en 2019. En fait, on avait créé l'affiche du premier festival aussi, c'est pour ça qu'on avait été invité sur le lieu et à faire cette balade. Et on avait fait un peu ce même principe de carte postale personnalisée. Et c'est vrai que Emmanuel, l'homme qui a créé le festival, il avait beaucoup apprécié et du coup, on l'a refait cette année. Donc j'avais un paquebot et je suis partie sur la sculpture derrière, mais on dirait un fer à repasser. Ce que j'ai dessiné, du coup, le chien est bien. Il a l'air méchant et tout. Il doit pouvoir être comme ça quand il est pas content et tout. Ah bon ? Oh non, je voulais le faire sourire à la base. Ah d'accord, voilà qu'il est là. Et donc tout à l'heure c'était au Volcan, cette petite balade illustrée. Et donc les gens qui participent, ce sont des gens qui dessinent ou pas forcément ? Pas forcément du tout, on avait qu'une personne je crois qui avait une pratique du dessin. Mais sinon c'était plutôt des gens novices mais qui étaient plutôt contents de dessiner. Des parents, des grands-parents. Je dessine une vue de la jetée. Voilà, mais je sais pas trop où on est donc. C'est Punky, le corgi, qui nous accompagne pendant la balade illustrée et qui s'exclame que Le Havre c'est vraiment une ville qui a du chien parce que du coup Punky c'est un petit chien, un petit corgi. Et il y a un petit nuage avec de la pluie parce que c'est le Havre et il pleut. Et ensuite il y a la petite sculpture avec les containers, avec toutes les couleurs. Et voilà, au moins je me dis que comme j'ai fait un chien à la base qui est pas censé être du Havre, au moins je lui fais dire que le Havre c'est cool. Là je suis en train de dessiner le corgi qui est juste en face de moi et qui je pense que je vais sûrement dessiner après le Muma en fond. Parce que je trouve qu'il est très inspirant et il a l'air de sourire, donc je pense que je vais lui faire un petit sourire presque humain. Alors j'essaye de dessiner une perspective où on verrait Sainte-Adresse, quelques immeubles, la route jusqu'au Muma. Et vous avez l'habitude de dessiner ? Ah non, aucunement. D'ailleurs, voilà mon brouillon. C'est l'idée que j'essaye de me raccrocher à l'idée qu'une perspective peut donner une sensation de quelque chose. Quand on voit cette ligne, est-ce qu'en fait elle est penchée dans quel sens ? Et par exemple, ça, au début j'avais dessiné penché vers le bas, je pense qu'en fait c'est même quasiment penché vers le haut. Vous connaissez pas le Havre ? Un petit peu, c'est la 3e ou 4e fois que je viens. J'étais passé très vite fait une fois, mais c'est un stop en voiture, juste pour aller à la plage. Et là, on a découvert, grâce à Océane qui fait la balade illustrée, qui nous avait fait quand même un petit tour du Havre aussi avec Laurent qui habite là. Et du coup, on découvre là moi je découvre depuis un week-end. Et c'est très chouette. J'ai découvert le Havre il y a 3 ans maintenant, après les confinements. Je suis parisien et je suis venu au Havre pour voir la ville et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que il y a de l'espace, les gens sont calmes et agréables dans l'ensemble. Et il y a la place qui est accordée à tout ce qui est culture et me paraît vraiment, c'est bien vu. Et est-ce que par le dessin, ça vous fait découvrir aussi autrement Oui, ça permet de s'intéresser à des éléments en particulier, mais surtout ce qui est intéressant
pour le dessin, c'est l'architecture ici, quoi, pour tous les bâtiments, tous les immeubles, avec le style Perret qui est quand même très marqué. L'architecture, elle est intéressante. C'est vrai que c'est très... ce qu'on a vu, nous, c'est la ville base, je crois, et c'est assez normé et tout, mais c'est quand même assez stylé. Et puis en plus, après, quand tu connais l'histoire qui va avec, tu te dis, bon, bah c'est chouette, ils ont fait des bâtiments salubres et tout pour toutes les personnes après la guerre. Et puis le volcan aussi, c'est très beau. Enfin, l'architecture d'Oscar Niemeyer, je crois, avec toutes ces courbes. Oui, j'avais ce que j'ai appris pendant les visites. L'architecture et l'urbanisme, c'est-à-dire que c'est bien arrangé. Bon, évidemment, c'est très particulier. C'est-à-dire, quand je parle de cette ville à des amis, ils me regardent au départ avec des yeux un peu étonnés, et puis je leur dis ouais, on peut ne pas aimer, hein, c'est sûr, mais moi vraiment, le Perret, c'est très bien, d'avoir mis le volcan là-dedans, c'est une super idée, et l'aménagement de la ville, bon, c'est un peu austère, moi j'aime beaucoup. Et le côté rue large, c'est vraiment très agréable aussi. Après, on pourra en faire quoi de ces cartes postales? Ils vont les envoyer ou les garder si ils ont envie. Les envoyer à mamie. Je vais écrire leurs meilleurs souvenirs sur le festival et sur le Havre. Et votre perspective? Eh bien, je la trouve pas si mal. Réinvente un petit peu quand même la vue. Oui, réinventer, c'est un mot très indulgent pour dire que ça ne la représente pas exactement comme elle est, mais bon, ouais. Mais il y a des choses qu'on reconnaît, bien sûr, donc... Oui, voilà, je me suis accroché à l'œil du Muma, mais je pense que je reviendrai ici pour retenter d'avoir des lignes plus exactes. Oui, alors bien sûr, certains pourraient dire « Ah, mais t'étais en hélicoptère, on voit le toit, voilà, bon. » Il y a toujours des gens pour... Mais moi, je suis assez content de moi. J'ai fait les fenêtres et tout. Ça m'avait bien plu, ce moment. C'est bon, voilà, après... Je vais le garder. Moi, je vais le garder. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. C'est ce qui est triste. Merci Olivia pour cette balade en musique. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h34 sur Westrack Radio et on entame enfin notre deuxième partie, la partie que j'attendais avec impatience, la partie cuisine évidemment. Avec moi dans le studio, c'est Michel. Vous vous rappelez peut-être de lui. Bonjour Michel, ça va ? Bonjour, ça va bien, ouais. Il fait beau. De retour ? Ouais, de retour, ça fait loin, ouais. Fini les vacances, voilà, la rentrée, c'est reparti. Et ouais, moi j'ai décidé d'inviter à nouveau Michel parce que j'ai souvent écouté ses recettes, ses bonnes recettes dans le 5 à 6 avec Tiffaine tous les lundis et on s'est dit que ce serait sympa de continuer à proposer ce rendez-vous. Pourtant moi je ne connais rien en cuisine mais je pense que je vais beaucoup apprendre avec Michel et aujourd'hui on parle pizza. Ouais, la pizza, deux raisons, parce que c'est un sujet que je maîtrise bien, c'est mon travail. Et cet été, j'ai eu l'occasion de me balader à Rome, à Florence, à Venise, donc j'ai pu en goûter. Et ça n'a rien à voir avec la pizza française, quoi. Ouais. Rien du tout. Alors, petite histoire quand même, la pizza comme on l'entend, d'abord, la tomate qui est arrivée en Europe tardivement. Donc, la pizza, c'est 17e, 18e siècle, quoi, seulement. L'origine dit que ça serait en l'honneur de Marguerite de Savoie, qui était en balade à Naples, et on lui a proposé la pizza rossa, c'est-à-dire la pizza rouge, donc à base de tomates. Donc c'est pour ça qu'on dit une reine, une marguerite, une margarita. Voilà, tout ça, c'est la terminologie, c'est autour de ces origines-là. On dit souvent que la pizza de référence, c'est la napolitaine. C'est toujours pareil. Historiquement, c'était à Naples qu'on a fait cette pizza en l'honneur de cette reine. Ça, c'est pour la petite histoire. Quoi d'autre ? Avant, on disait la pizza blanche, qu'on voit de plus en plus maintenant en proposition. Alors, la pizza blanche, c'est pas de la crème, c'est même pas de tomate, rien du tout. C'est directement les ingrédients sur la pâte. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est la pizza d'origine avant que la tomate soit importée en Italie. Donc ça existait un petit peu avant, et en fait la pizza c'était le pain, quoi. C'est le pain rapide à cuire, on met la pâte au four, c'est cuit en 3 minutes. J'ai vu des records de 30 secondes à Rome quand même, j'ai trouvé ça franchement balèze. Alors la petite différence, la pizza italienne d'abord, la pizza italienne c'est vraiment sauce tomate mais pas aromatisée, il n'y a pas d'origan, il n'y a pas de basilic dedans, parce qu'on le rajoute après. Donc c'est vraiment une sauce tomate toute simple.
La mozza, c'est pas la mozza, j'allais dire industrielle qu'on utilise en France, c'est vraiment la mozzarella fraîche. Et alors là, Dieu sait qu'ils en ont des variétés. Alors la fraîche, di bufflone, la mozza de bufflon, parce qu'il y a la mozza de vache, de bufflon. Ils en ont aussi de brebis, j'ai trouvé. Il y a la burrata. Alors, je sais pas si tu connais la burrata. Pas du tout, non. Alors la burrata, c'est celle qu'on coupe et qui coule au milieu, qui est. Ça me donne faim, là. Ouais, voilà, c'est un peu le truc. Quoi d'autre, beaucoup de charcuterie chez eux, donc mortadelle, salami, etc. Et de très grande qualité, donc ils mettent vraiment des produits de qualité sur leur pizza. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Je n'ai pas vu de pizza à l'ananas. Ça n'existe pas chez eux. C'était dans mes questions. Bon, petit aparté, la pizza à l'ananas, qu'on appelle hawaïenne ou californienne, a été inventée au Canada. Donc rien à voir. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est les Canadiens qui ont inventé ça. Et toi, c'est quoi ton avis sur la question ? Non, sucré, salé, refus total. Pourtant, j'en fais. De temps en temps, j'en fais parce que bon... C'est un métier, donc heureusement que je cuisine aussi ce que je... Ouais. Même si j'aime pas, voilà, je le fais quand même, quoi, c'est à la demande du client. Donc ouais, on l'a fait. Donc ça, c'est en Italie. Par contre, hyper traditionnel sur la composition des recettes. C'est carré, ça bouge pas. Il n'y a pas de pizza à la pomme de terre. Il n'y a pas la pizza kebab comme on peut trouver par chez nous. Bizarrement, j'ai eu la chance aussi de voyager aux États-Unis. Il y a très peu de recettes. Ils tournent autour de 3-4 recettes. C'est la pepperoni, la fromage, la 4 fromages. Enfin voilà, il y a peu de recettes. La napolitaine parce que c'est une de base. Par contre, c'est en France où on est démoniaque. On trouve, je dirais, à chaque cuisinier, il y a une recette de pizza différente. On met tout. J'ai tout vu, je crois, sur les pizzas. Donc c'est du camembert, j'ai vu des pommes fruits, j'ai vu version normande, version provençale, j'ai vu de la saucisse de foie, j'ai vu de la confiture de figues. D'accord. Au roquefort, aux noix, avec du miel dans le sud-ouest, donc du cœur de canard dans le sud-ouest aussi. Chacun il va de sa recette, donc chaque région amène ses produits en France. Et la particularité des pays occidentaux sur la pizza, c'est des sauces tomates aromatisées ce coup-ci. Donc on va mettre de l'origan, du basilic, des herbes de Provence. On va booster ça avec un peu d'huile d'olive, de l'ail. Voilà, on veut une sauce tomate qui a du goût. Et par contre, on recouvre de mozza. Donc souvent, on va vers une mozzarella un peu industrielle. Donc c'est un peu plus... C'est quand ça fait des fils, voilà, là c'est rigolo, quoi. Et ce qu'on retrouve vraiment pas en Italie, hein, c'est mozza de tradition, Parmaggio, voilà, c'est très carré, ça bouge pas. En même temps, c'est bien, ils défendent leur patrimoine gastronomique, donc ça c'est le côté chouette. Et sinon, après, que dire de plus ? La recette de la pâte à pizza. Qu'est-ce que c'est ? C'est une vulgaire pâte à pain. Donc si je peux donner quelques proportions, on va dire pour faire des pizzas pour 6 personnes à peu près, il va vous falloir 250 grammes de farine, 15 centilitres d'eau, 20 grammes de levure de boulanger. Alors où trouver de la levure de boulanger ? À la boulangerie, hein, vous demandez, vous en trouverez. Sinon dans les boutiques bio, genre la Vie Claire, etc. Il y en a quelques-unes, on en a beaucoup en plus dans la région havraise. Donc vous allez dans ce genre de boutique, vous trouverez la levure fraîche. Je sais que dans les grandes surfaces, maintenant, on en trouve. Alors, il faut aller au rayon frais. Hein. Par contre, genre crèmerie, beurre, par là. Et ce qui différencie de la pâte à pain, c'est qu'on rajoute de l'huile d'olive. Donc là, on va rajouter 5 centilitres d'huile d'olive. Et bien sûr, une petite pincée de sel quand même pour pas que ça soit trop fade. Ça, on pétrit tout ça. Alors, à la main ou au batteur, comme on veut. Et ensuite, on laisse reposer. Alors, l'idéal, c'est quand même de laisser reposer, moi, je dirais 2 bonnes heures, soit température ambiante. Sinon, on peut la faire la veille, la mettre au frigo. On a un meilleur résultat dans ce cas-là. Et l'utiliser le lendemain. Comme ça, elle s'est détendue, elle a gonflé un petit peu, mais plus doucement. C'est au niveau de la pâte le meilleur résultat ? Ouais, c'est au niveau de la texture. D'accord. Sinon, si on fait la pâte et qu'on essaie de l'étaler, ça va être trop élastique. En fait, c'est les fameux gluten qui font que c'est trop élastique, donc faut laisser reposer. Donc c'est moins de gluten du coup, c'est plus digeste. On a laissé faire la levure qui a digéré
les sucres, enfin voilà, c'est le petit secret. Ça, c'est la recette de base. Donc, je disais 15 centilitres d'eau. Ma recette à moi personnelle, je donne un secret de cuistot, c'est je mets que 10 centilitres d'eau et je mets 5 centilitres de lait en plus. Et là, c'est que pour le côté gourmand, c'est que le lait contient du lactose, ça va donner un petit goût sucré, ça va amener un petit peu plus de matière grasse. Donc là, dans le lait, il y a un peu de matière grasse. Donc oui, pas du lait écrémé, du demi-écrémé ou même du lait entier, ça fonctionne bien. Et ça, c'est c'est la petite astuce. La pâte à pizza, après... comment on l'étale au rouleau, on n'essaie pas de jongler, de partir en vrille. J'essaie, j'ai toujours pas réussi au bout de 20 ans, je sais toujours pas faire. J'essaie de temps en temps, mais c'est catastrophe. T'as pas été demandé en Italie des techniques secrètes? Ils ont carrément des écoles. C'est vrai? Ouais, ils ont des écoles. Oui. Alors faut savoir qu'on est quand même, c'est la France qui remportons la plupart du temps tous les championnats du monde, que ça soit en jonglage, pizza traditionnelle ou création. C'est les 3 disciplines des concours, c'est la France qui gagne, généralement. Donc un peu de fierté quand même. Pas besoin d'école finalement. Pas besoin d'école en France. Non, généralement, c'est des mecs qui ont été se fermer dans le sud de la France, d'accord. Pas loin de l'Italie. Okay. Enfin voilà. Et il y a des grands chefs italiens en France. Aussi. Voilà, il y a des astuces. On étale ça bien fin parce que la pizza, c'est une pâte fine. Alors quand les Américains ou dans certains restaurants en France, on trouve pâte épaisse, en fait, on joue plus dans la même cour, c'est ce qu'on appelle de la focaccia. Alors la focaccia, c'est en fait le pain traditionnel italien, c'est très épais et c'est très moelleux. Alors ça, on en trouve à la découpe dans toutes les boulangeries en Italie, ou même dans les grandes surfaces, c'est le pain traditionnel italien. C'est la focaccia, alors quand on peut après agrémenter de tomates ou de petites choses dedans. On a un très bon restaurant de focaccia au Havre, à l'italienne, près de Coty. C'est un super copain et lui fait toutes ses préparations maison. Il est vraiment dans la tradition italienne. Il y a les boissons italiennes, les bières italiennes. Il y a tout ce qu'il faut. Donc super sympa et c'est vraiment différent, quoi. C'est très épais, c'est moelleux. C'est ce qu'on mange sur le pouce. La pizza, c'est vraiment le plat qu'on mange à table. C'est pas comme nous, une pointe de pizza dans la rue. Non, ça, ils connaissent pas. On mange la pizza à table, quoi. C'est le côté sacré. Et pâte à pizza. Sinon, ce que je fais aussi, moi, c'est sauce tomate. Ça, c'est intéressant. Alors là, on est en fin de saison. Ça, c'est intéressant pour l'année prochaine quand on a trop de tomates. Si on a un petit bout de jardin ou on récupère les invendus d'un primeur, c'est de faire ses bocaux soi-même. Alors là, ça vaut le coup parce que c'est super simple. D'abord, on va peler les tomates. On va enlever la peau. Ça va éviter d'avoir un peu trop d'acidité dans ses bocaux, dans sa sauce. Donc, plonger dans l'eau chaude, dans l'eau froide aussitôt, la peau elle se décolle toute seule. Sinon, 10 secondes, 10-20 secondes au micro-ondes, c'est pareil, la peau s'enlève plus facilement quand on veut faire une petite quantité. Ensuite, on les passe au presse-purée ou alors carrément au mixeur si on veut. On va obtenir une purée. Et là, moi, ce que je fais, c'est sel, poivre, ail. Et je fais un bouquet garni, c'est-à-dire feuilles de laurier, queue de persil, du thym frais de préférence. Et si on veut pas trop se prendre la tête, là il y a le bouquet garni, c'est bien de le mettre dans une petite mousseline, une petite gaze, une petite ficelle, comme ça compote, on le retire et au moins on n'a pas des morceaux d'ail ou des trucs qui se baladent dans notre sauce. On met ça dans des bocaux, on peut stériliser. Si on peut, mais sinon, voilà, c'est du jour pour la semaine, ça peut être sympa de se faire ses bocaux de tomates. La stérilisation, on en reparlera une autre fois, je pense, ça peut être marrant. En plus, il y a eu un gros scandale là-dessus, une histoire de sardines, enfin bon, bref. Oui. Ce sera un autre sujet. La sauce tomate, et après, il y a tout, on s'amuse vraiment, quoi. Les fruits de mer, on peut. Faut quand même calculer, est-ce qu'il faut pas mieux pré-cuire avant certains aliments, parce que la pizza ça cuit vite. Alors faut savoir qu'un four professionnel ça monte à 400 degrés. On va faire ça à la maison, on va monter le four à 250, donc ça va être plutôt un quart d'heure de cuisson, que chez un professionnel c'est autour des 3 ou 4 minutes de cuisson. Donc voilà, ça vaut peut-être le coup de pré-cuire certains aliments.
Je pense entre autres, si on met des lardons, ou des viandes un peu comme ça, faut éviter le risque. Ébouillanter avant le lard, comme ça il est pré-cuit quand même, et ça évitera de mettre trop de gras sur sa pizza. Les charcuteries, alors 2 écoles, avant ou après cuisson. Avant cuisson, c'est ce que je fais chez moi, c'est salé, mais c'est ma clientèle, quoi, ils aiment ça. Et après, il y a d'autres pizzerias où ça va être, on met le jambon en finale, quoi. On précuit la pizza, alors ça fait des chauds froids, ça on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est plutôt le côté gargantuesque, quoi. Plein de sel, plein de gras. Qu'est-ce qu'il y a eu de moderne dans la pizza ? Il y a eu tous les nouveaux ingrédients, la pizza pomme de terre. Donc, on a eu la tartiflette, la savoyarde. Ouais. Moi, j'avoue que c'est mes pizzas préférées. Ouais, voilà, celles qui tiennent. Alors, il faut savoir que tout l'été, même quand il faisait plus de 30 degrés en Normandie, j'ai vendu des pizzas tartiflettes. Hein. C'est les gens. Tartiflette et raclette. Moi, j'avoue que souvent, la raclette, c'est ma préférée. Mais la raclette en juillet au Havre, c'est un classique. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis pas toute seule, ça va. Non, tout le monde. Même au barbecue, je l'ai vu faire, pour de vrai. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ? La salade, c'est un truc qui est plutôt récent. Ça, c'est plutôt ces 20 dernières années. C'est de finir la salade avec la pizza avec un peu de roquette dessus, un petit filet de vinaigre balsa. Ça, c'est récent. Les fruits, alors, autant j'aime pas l'ananas, mais un peu de raisin frais dessus, 2-3 morceaux sur une pizza avec beaucoup de charcuterie, ça peut être intéressant. Ou Roquefort, est-ce qu'on disait Roquefort et un peu de raisin frais, ça peut claquer en fin de cuisson. Ouais. Ce qu'on trouve beaucoup dans les pizzas créations, dans les concours, ils font des mélanges assez intéressants. Bon, après, j'ai vu des trucs un peu hérétiques, au kiwi, machin. Bon, là, je suis toujours pas fan. Je ne peux pas, mais ça peut être intéressant. Une pizza au saumon et mettre quelques zestes de citron dessus en fin de cuisson. Voilà quoi. C'était quoi le kiwi ? C'était kiwi, je sais plus, c'était poulet. Non, poulet, kiwi et non, c'était trop violent encore. Mais c'est les Américains, ils sont barrés dans tous les sens au niveau gastronomique. En Angleterre aussi, ça marche bien la pizza ananas et avec à côté des frites. Moi, ça m'avait étonné. Pour moi, une pizza, il n'y a pas d'accompagnement en fait. C'est une petite tendance, mais ça commence à arriver chez moi parce que je suis un peu décentré du centre-ville. On commence de temps en temps à me demander des frites avec les pizzas. Pourtant, chez nous, c'est généreux, mais bon, on y repart avec les restes de pizza. Ça aussi, il faut savoir, on a le droit, alors c'est depuis 2 ans maintenant, 2-3 ans, quand on n'a pas fini son assiette, entre autres la pizza, vous pouvez demander à emporter les restes. On voit beaucoup ça dans les films américains, mais il faut savoir qu'il y a une loi, normalement, on doit même vous le proposer. Même dans un gastronomique, vous pouvez dire, voilà, j'ai plus faim, je suis rassasié, mais je vais emporter pour demain. Donc les restes de pizza, ça vaut le coup. Le fameux doggy bag est gratuit. Oui, qui est mais gratuit. que beaucoup malheureusement proposent payant. Normalement c'est interdit. Mais c'est vrai que ça doit rester gratuit. Oui. Et ça doit être proposé. C'est vrai. Peut-être qu'ils imputent le prix de l'emballage. Avec un peu de mauvaise foi, le prix. Mais bon, un bout de papier alu, c'est pas grand-chose, quoi. Ça coûte pas cher. La pizza, plein de déclinaisons. J'en ai oublié une, ça y est, la calzone, parce qu'elle est fermée en chaussons. Alors, en Italie, c'est que des produits frais, de la tomate, de la mozza, du jambon, quelques feuilles de basilic. On met ça en chaussons et on met ça dans une friteuse. Donc ça n'a rien à voir avec la calzone comme on l'entend en France, où généralement on utilise une base de crème, jambon, champignons généralement, de la mozza, on fait un chausson et on cuit ça au four. Donc c'est vraiment 2 mondes différents. La calzone italienne et la calzone française. Généralement en Italie, c'est même des tout petits chaussons qu'on sert avec une grande salade. Ils appellent ça antipasti. On va dire une entrée chez eux, chez nous, mais les menus sont pas constitués de la même façon. En fait, on mange 2 plats ou 3 entrées, et on partage. Il y a cette notion de partage aussi à table. Ça, c'est chouette, c'est copieux, c'est généreux. J'ai bien aimé l'Italie. Au moins pour la qualité des produits, il y a rien à dire. Des pizzerias, il y en a partout, dans le Havre. On peut en citer plein, Da Salvatore, la Lucciola, pour les traditionnels. Après, il y en a beaucoup. Ce
qu'il y a de bien, c'est vraiment le plat détente entre copains. On sait pas se faire à bouffer. Hop, on commande plein de pizzas, on partage devant un match de foot, rugby, etc. C'est le moment en plus. Ouais, voilà. Donc on peut faire buffet. On prépare l'apéro tranquille et on fait venir les pizzas vers 9h30 quand on commence à voir les crocs. Non, c'est vraiment un truc de convivial généralement la pizza et voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Moi, j'ai testé cet été le pizza plage. C'est-à-dire, Ah, on va à la plage, on commande la pizza et puis on court parce qu'il y a beaucoup de pizzerias juste en face de la plage et on court jusqu'au galet en fait, en espérant que la pizza soit encore chaude et pour manger la pizza devant la mer quoi. Ah, au coucher de soleil. Très sympa, tout. sauf quand il y a des moustiques ou quand il se met à pleuvoir. C'est ce qui s'est passé. en ce moment. Donc les 2 fois ou 3 fois où j'ai fait des pizzas plage, ça s'est pas très bien fini. Mais pourtant c'est assez sympa quand même, comme Alors, tu disais, convivial. J'ai une astuce, je sais que ça paraît dingue, pour garder les pizzas chaudes, c'est comme les Uber Eats et compagnie, Deliveroo et compagnie, c'est une glacière. En fait, on met sa pizza, même si on a un petit sac isotherme, faut mettre sa boîte à pizza dans le sac isotherme, et comme ça elle reste chaude. Ce qui préserve du froid, préserve du chaud aussi, préserve le chaud aussi. Donc comme ça, on peut trimballer sa pizza, elle va rester chaude beaucoup plus longtemps. Et éviter de courir du coup tout le long de la plage en se disant j'espère que ça va rester chaud. Moi, je l'ai même vu avec des chaufferettes achetées à la pharmacie pour essayer de la réchauffer, mais ça marche pas. On en prend soin quand même de notre pizza. J'ai l'impression que tu disais en Italie, c'est presque religieux, mais en France aussi quand même. Dans ma clientèle, je connais très très peu de personnes qui n'aiment pas la pizza, quoi. Si on... Peut-être des allergies au fromage. Ouais, c'est plus lié aux allergies que je n'aime pas, quoi. C'est soit je n'aime pas le fromage, soit je n'aime pas la tomate. Et encore, généralement, ils se rabattent sur les pizzas à base de crème, donc... Oui, il y a tellement de choix trouve son que bonheur. C'est difficile de le dire. Ah oui, j'aime pas la pâte en fait. Moi, j'ai même remplacé on peut remplacer la sauce tomate. Hein, on peut s'amuser. Moi, j'ai fait avec du caviar d'aubergine à la place de la sauce tomate. On s'est amusé aussi avec des currys, curry de poulet, curry de crevettes. Comme base, et en fait on mettait le fromage sur le dessus, donc il n'y avait pas de sauce tomate, sur une base de ratatouille. Ok. Voilà, okay. On faisait une ratatouille, hop, un coup de girafe dedans, le mixeur à soupe, quoi, voilà, pour en faire un coulis de ratatouille. Et du coup, c'est chouette, ouais. On amène d'autres saveurs. On peut aller une composition de fruits, de légumes, pardon, dessus. Donc ça aussi, comme on monte une tarte, quoi, en finale, et on s'amuse. Après, il y a plein de recettes, il y a plein de dérivés, hein. La flamencuche dans le nord, la pissaladière dans le sud. La pizza a ses petits cousins et ses petites cousines quand même à travers. Oui, c'est un peu croisé. Et c'est quoi donc toi ta pizza préférée si tu devais en choisir une? Ou alors je suis ultra basique. Celle que tu as testée en Italie et que vraiment celle qui t'a plu le plus en Italie? Celle que je mange vraiment régulièrement, c'est base tomate, mozza, lardon et un œuf. Basta. Okay. C'est celle qui revient le plus souvent. Celle que j'aime bien après, de temps en temps par gourmandise, aux fruits de mer. Tomate, mozza, un cocktail de fruits de mer, genre calmar, crevettes, moules, des petites coques ou des petites palourdes, avec de l'ail, du persil, l'huile d'olive. Ça, ouais, ça j'aime bien. Bizarrement, en pizza, je suis plutôt... Bon, après, je fais des trucs de fou, quand même, de temps en temps, quoi. Ouais. Crème saucisse de Strasbourg, moutarde. Des trucs bien... Des trucs pas bien, quoi. Ouais, pas bien pour le médecin. Voilà. Et en Italie, qu'est-ce que t'as testé et celle qui t'a le plus plu? J'avais bien aimé, c'était... base tomate fraîche. En plus, là, c'était au mois de juillet, donc les tomates étaient magnifiques. Alors, en plus, en Italie, les variétés de tomates sont hyper importantes, hein. Il y a celle de Naples, celle de Toscane, etc. Ils jouent vraiment sur les régions, sur la qualité des tomates. Ils sont fiers de leur boîte de conserve. Ouais. Ils les mettent en avant. Ouais, c'est nous, on achète ça comme boîte de conserve. Ouais, il y a un peu des jalousies. Les tomates, c'est sacré, ouais. Selon si le voisin achète d'autres types de tomates. Ok. Ah, je l'ai vu, c'est impressionnant. Donc là, c'était vraiment tomate fraîche, pas de sauce tomate, de la mozza fumée. Donc passé au four avec juste un peu d'huile à l'origan. Et où ils faisaient macérer de l'origan dans leur huile, donc pas piquante du tout, hein, vraiment parfumé en herbe. Et à la sortie, ils avaient mis un jambon régional, je sais plus lequel, c'est pas du jambon de Parme, c'est un truc bien à eux.
Et ça, ouais, ça claquait bien, quoi. C'était frais. On avait vraiment l'impression de croquer la tomate, c'était chouette. Et c'était vraiment les saveurs locales. Ah ouais, on mangeait la Toscane, quoi. C'était ça, quoi. Bon bah je sais pas toi, mais moi là ça m'a donné pareil, là, je commence à avoir un petit creux. Ce soir, je pense que je vais manger une pizza du coup, clairement, parce que là je suis un petit peu obligée. En fait, chaque lundi, j'ai pas besoin de préparer quelque chose. Je sais que selon ce que tu me dis, je le mange le soir, quoi. Sauf si c'est trop compliqué, parce que du coup, je pense qu'on va avoir l'occasion de discuter de recettes aussi un peu simples. Tu vas pouvoir initier les auditeurs et moi-même qui ne sommes pas. On va faire un peu de cuisine pour les nuls. Je pense que ce serait marrant. Ça me vexe un peu quand même. Non, référence au bouquin. Oui, voilà, c'est ça, pour les nuls. Bon, bah écoute. Il y a plein d'idées dans ces livres-là. Moi, ça m'a sauvé. Ouais, recettes simples, pas chères. Et puis, en fait, aussi, quand on a un peu la flemme, je pense. Recettes simples, pizza rapido, à la rigueur, même une vulgaire tranche de pain, une ou deux rondelles de tomates, un peu de râpé, on met ça au four, voilà. Revisiter, quoi. Ouais, voilà, vraiment, à la va-vite, mais ça marche, ouais, ça marche. Ok, on reverra ça la semaine prochaine. Merci Michel. Pas de soucis. Et puis nous, on va se quitter. C'est la fin de ce Magal Ouest. Merci de votre écoute. On se retrouve dès demain. Demain, on parlera Journée du patrimoine. Et tout de suite, on écoute un titre, c'est Helios. Et c'est signé Limousine. Bonne soirée et merci Michel. À bientôt.